Réagir, réagir. Les retraités représentent plus de 10% des personnes pauvres. Une partie de ces personnes, notamment en milieu rural, vivent avec des revenus très bas. On estime ainsi à 8% de la population le nombre de retraités vivant avec moins de 1 000 € par mois. Dans ces conditions, nombre de retraités sont contraints d'envisager de cumuler emploi et retraite, à condition d'être bien sûr en bonne santé. Le magazine d'information arrêté Réagir Production continue d'explorer les différents visages de la précarité sur l'île de Ré. Aujourd'hui, notre témoin, que nous appellerons Evelyne, réside à la Couarde-sur-Mer. Elle est retraitée donc, propriétaire d'une modeste maison familiale. Sa retraite mensuelle est de 800 € et elle se bat quotidiennement pour ne pas perdre son patrimoine. Evelyne peine à payer les factures, mais refuse de vendre sa maison et de quitter cette île adorée. J'y ai passé des vacances, on va dire, jusqu'à 50 ans, et à partir de 50 ans, j'ai voulu y vivre. Mais là, j'ai eu peut-être plus de 17 logements différents dans l'île de Ré. Quelquefois, j'avais le logement et pas le travail. Quelquefois, j'avais le travail et pas le logement. Je suis retournée à Paris. J'ai eu une très longue période de 15-18 ans de gros soucis. D'où est venue la stabilité en fait alors? La stabilité est venue à la fois du fait de repasser un diplôme à 58 ans et de pouvoir avoir pendant 2-3 ans un vrai emploi. On m'a mis inapte au travail pour des problèmes de santé. Et donc la stabilité numéro 2 essentielle, c'est d'avoir enfin cette maison qui me vient grâce à mon grand-père. Ça a été un passe-passe via mes parents qui a été très tardif. Alors voilà, j'ai une belle-sœur qui dit je déteste les héritages. Je suis héritière, mais je suis une pauvre héritière. Quelle est votre situation au jour d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez une retraite ou pas? Oui, j'ai une retraite, mais j'ai moins de 800 €, puisque d'un autre côté, je suis surendettée. Cet endettement, il est venu de tout un passif, là, des 15 ans difficiles. Et à partir du moment où j'ai eu un emploi pendant 3 ans, et que je me suis parallèlement retrouvée ici dans l'île de Ré, j'ai pas pu payer mes impôts sur le revenu. J'ai commencé à prendre du retard. Et puis là, j'ai des gros retards sur les impôts fonciers et taxes d'habitation relatifs à cette maison que j'occupe depuis 3 ans. Est-ce que justement, vous pouvez bénéficier d'aide pour pallier à votre manque d'argent, à votre endettement aussi? La première année, j'ai bénéficié de certaines aides. J'ai une assistante sociale que j'ai beaucoup appréciée. Mais d'un autre côté, pour m'en sortir, je suis obligée de louer la maison. Et à partir du moment où cet été, enfin, j'ai réussi à bien la louer, je vais dépasser le plafond qui fait que j'ai perdu l'assistance médicalisée, là. Enfin, voilà, le peu d'aide et puis des chèques énergie auxquels j'avais droit la première et deuxième année. Dès que je m'en sors, je passe des plafonds pour avoir plus droit à toutes ces aides. Donc le plus dur pour vous, c'est quand même de passer la période d'hiver? Oui. Donc à côté, vous ne pouvez pas faire non plus de petits boulots pour des raisons de santé? Alors voilà, c'était limité, mais je vous cache pas que depuis quelques mois j'y pense, parce que voilà, ce diplôme était dans l'assistance des personnes âgées, il maintient l'autonomie, mais il y a des choses physiques comme la toilette ou les portées que je ne peux pas faire physiquement. Mais j'aimerais bien pouvoir travailler un petit peu et aller voir une personne, lui faire ses courses, ou un petit ménage, une compagnie, ça existe. Réagir, réagir. Alors comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir avec une petite retraite, une retraite de 800 €? Comment votre vie se passe au quotidien? Au quotidien, c'est pas facile. Déjà, j'ai peur d'ouvrir la boîte aux lettres. J'ai des fins de mois difficiles. Il faut pas qu'il m'arrive quoi que ce soit. Donc, j'ai eu des pannes de voiture. J'ai eu des soucis comme ça. J'ai arrêté de payer la mutuelle. Je limite de plus en plus. Je vais chercher du bois de temps en temps pour moins dépenser de bois puisque je me chauffe qu'au bois depuis 2 hivers en fait, parce que le premier hiver c'était électrique. Et voilà, des privations. En plus, moi, j'ai une fille de 22 ans qui est étudiante. Donc, la seule chose que je voudrais lui payer, c'est le voyage au moins 1 à 2 fois par mois pour venir me voir dans l'île de Ré. Elle en a beaucoup besoin. Donc, vous voyez, j'ai des frais aussi... Familiaux envers vos enfants. Voilà, qui sont pas forcément reconnus parce que c'est pas toujours évident d'être à la retraite avec une fille étudiante. J'ai eu ma fille tard. C'est vous qui lui payez ses études? Difficile. Non, pas du tout, heureusement, mais j'en serais incapable. Mais vous voyez, je mets une fierté à lui payer un voyage en TGV. L'autre jour, elle m'a expliqué quand même qu'avec une carte d'abonnement et tarif étudiant, elle paye plus cher pour venir à La Rochelle qu'aller à Rome en avion. C'est quand même étonnant.
D'après l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, l'ADEME, près de 4 millions de Français consacrent plus de 10% de leur budget aux factures d'énergie, seuil au-delà duquel on parle de précarité énergétique. Les plus de 60 ans sont surreprésentés dans cette population puisqu'ils constituent 55% du total. Quel regard ils ont, vos enfants, sur votre situation actuelle? Mon fils, j'allais dire, est mon ange gardien, me remonte le moral depuis des années. Je sais que s'il m'arrive une tuile, il est là. Donc c'est déjà énorme, et avec amour. Et puis ma fille, bon, elle est un petit peu plus jeune, mais elle a aussi plein de conscience, de gestes d'attention. Et puis, quelque part, même si ça me fait énormément honte, ça me fait mal, mais quelque part, je pense au futur. Donc, d'avoir une maman courageuse et qui survit, je pense que ça sera bon peut-être pour le futur, parce que j'ai une vision du futur qui est pas terrible. Ça va être pire que pour nous, je pense. Pour vos enfants? Oui, et mes petits-enfants, ce que je vous disais, j'avais envie de dire tout à l'heure. J'ai vécu l'île de Ré et dès l'enfance, parce que mes deux grands-pères, sans se connaître, ont acheté une maison dans l'île de Ré de vacances après la guerre. Mais s'ils étaient là, mes grands-pères, qui sont partis avec rien dans leur poche et qui ont eu, l'un à la SNCF, l'autre était géomètre, bon, mais ils ont fait carrière, ils n'ont jamais eu de soucis de retraite. Et ils seraient là et je leur dirais, je leur aurais dit à l'avance, est-ce que vous êtes conscient que moi, à 60 ans, je vais être absolument pas du tout dans le même état que vous, et je vais pas pouvoir me payer toutes sortes d'assurances, et que vous avez eu de la chance, alors que cette génération-là pensait pas avoir de la chance. Quant à mes parents, ils étaient aussi, à mon avis, peu conscients d'avoir eu de la chance. Ils n'ont jamais eu de problème. Je me posais des vraies questions. Mon grand-père et mon père travaillaient à la SNCF. C'est quand même pas des salaires... voilà. Et ma mère a une très bonne retraite, et mon grand-père a très bien vécu, puisqu'il a bon, les maisons dans l'île de Ré coûtaient pas cher à l'époque, mais voilà. Comme ça, globalement, j'ai l'impression qu'il y a vraiment, effectivement, une diminution de nos capacités de vie. Le train de vie n'est plus du tout le même. Et justement, une retraite pour vous, une retraite digne, ce serait quoi? Je réfléchis parce que je pense à ma situation personnelle, je pense à des réflexions d'amis qui à deux se plaignent avec 2000 euros. Je vous dirais, en ce qui me concerne, j'aurais 1300, 1500 euros, je serais déjà contente. Et tout est relatif. Moi, en plus, je suis descendue jusqu'à 460 euros par mois. Et ça, j'oublierai jamais. Ce qu'on peut faire et ne pas faire, je le dis avec un gros sourire parce que, bon... Voilà, comment on peut faire pour vivre avec 400, 500 euros, le RSA? Comment est-ce qu'on peut vivre avec ça? Est-ce que c'est possible ou pas? Avec un logement, c'est impossible. J'étais logée à titre gratuit. Absolument impossible d'avoir un logement. Et après, à partir du moment où vous n'avez pas même un logement, une adresse, pour plein de recherches d'emploi, c'est pas net d'être logé à titre gratuit. Et moi, j'ai attendu quand même 8 ans à Paris un logement social alors que ma fille n'avait pas 15 ans. Et dans l'île de Ré, j'ai attendu 6 ans. Parce que vous n'étiez pas prioritaire, c'est ça? Oui. Sans doute. Lorsqu'on est propriétaire de son logement, souvent on rechigne à déménager pour un bien plus petit afin de conserver ce qui constitue souvent la part la plus importante du patrimoine. On veut le conserver pour le transmettre à ses héritiers. Pour Evelyne, même combat, car elle en a connu des galères de logement. Vous qui gagnez 800 euros de retraite, est-ce que ça c'est pas un facteur de priorité pour vous? C'est pas ce que j'ai remarqué lors des pré-réunions. Hein. Moi, je sais plus, à l'époque, je devais avoir 1300 euros net. Mais il y a des périodes où j'ai donc peut-être 460 euros et je suis pas prioritaire non plus. Et j'ai bien remarqué que dans l'île de Ré, quand même, ils avaient tendance à prendre des couples qui travaillaient et qui avaient des salaires moyens. Voilà, pas des personnes à risque. Donc vous dites que en fait, les gens seuls, ils ont quasiment aucune chance d'obtenir un logement social, c'est ça? Ah, j'ai bien l'impression, oui. Même ceux qui sont en difficulté. À moins d'être bien avec son maire, je ne sais pas. Bah ça, on sait que ça existe. Je connais plusieurs personnes qui m'ont dit gentiment, qui m'ont expliqué comment eux, ils étaient passés. Et puis voilà, dans tous les mal logés de l'île de Ré, il n'y a pas beaucoup de il y a pas assez de prioritaires, il n'y a pas assez de logements sociaux de toute façon. Donc, en ce qui me concerne, je trouve ça scandaleux. Moi, je me suis retrouvée à faire des demandes en foyers diverses. J'ai un parcours de au moins 10 ans de requêtes par rapport à ça. Et je pense que j'aurais dû être prioritaire. On tombe en plus très bas quand on a une petite fille ou un enfant et qu'on est femme seule. Non, c'est dramatique.
Ça me laisse pensif parce que voilà, je revois j'ai passé une semaine dans un foyer de femmes à La Rochelle. Ça s'est passé très bien au début, puisque une semaine après, j'avais un logement et un travail. Ça a été très très vite, bien plus qu'à Paris, où j'ai pu faire je sais pas combien de départements en région parisienne et il y avait absolument pas de place. Et vous voyez, 20 ans après, alors que je vais très bien, là je m'occupe d'SDF et pendant 9 ans, j'ai cherché des logements pour des SDF. Donc le DAL, je connais très bien aussi. Donc, c'est pour ça que quelquefois, je suis vraiment opposée. Je pourrais perdre espoir, rester complètement stoïque. Les SDF, je viens d'en parler, c'est quand même quelque chose que j'oppose aussi énormément, pour lequel est la France. Et il y en a de plus en plus dans les rues. Et pour moi, un pays qui ne loge pas les gens qui sont dans les rues, déjà... Réagir. Agir. Est-ce que vous seriez prête pour rétablir votre situation à vendre la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Non, ça me brise complètement le cœur. Et justement, j'ai beaucoup souffert du fait que cette année, une personne de la Banque de France m'a appelé en me disant « Vendez la maison, vendez la maison, vendez la maison ». Voilà. J'ai attendu cette maison 20 ans. J'ai vraiment eu des problèmes pendant 18 ans. Je demande simplement un délai, je vais y arriver. Et puis voilà, je sais, j'ai un autre espoir pour rembourser mes dettes. Alors après, c'est pas que la maison, c'est l'île de Ré, parce que voilà, cette dame me proposait d'acheter une maison sur le continent, direct. J'ai vécu à La Rochelle, je suis une grande amoureuse de l'île de Ré. Je pense que c'est l'île de Ré qui m'a permis de survivre moralement et de tenir dans des cas extrêmes, quoi. J'aurais pas fait ce que j'ai fait dans l'île de Ré à Paris. Réagir. Comment vous percevez le mouvement de ces gilets jaunes? Est-ce que pour vous, c'est un mouvement légitime? Pour moi, c'est un mouvement légitime qui m'a donné de l'air, parce que je trouvais que la France ne bougeait pas déjà depuis plusieurs années. J'étais pas du tout... De toute façon, je fais partie des gens qui ne votent pas. Hier soir, il y a un journaliste qui expliquait qu'on n'était pas en démocratie et qu'il y avait 40 à 60% dans ce pays de gens qui votaient pas. Et moi, je ne trouvais pas un candidat potentiel en lequel j'avais confiance. Ensuite, je m'étonnais qu'il n'y ait pas un ras-le-bol français face à tout ce qui se passe. Et ce qui s'est passé aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, dans d'autres pays. Donc je suis très très contente que les Français se soient levés avec un gilet jaune. Je les soutiens 100%. Voilà. Et puis évidemment, comme d'habitude, il y a l'amalgame, la violence. On se demande même si c'est pas le gouvernement qui paye des violences. C'est affreux. Mais je vous avouerai franchement, à péage d'autoroute, ça m'a pas fait trop mal au cœur. Comment vous voyez votre situation dans une projection de 2-3 ans à peu près? J'ai beaucoup de peur, j'ai beaucoup d'angoisse. Comme je disais, j'ai peur d'ouvrir la boîte aux lettres. Mais je corrige de mieux en mieux. J'ai eu énormément de problèmes physiques qui étaient dus aux angoisses, au stress. Et quand on voit comment ça marche bien d'essayer de se calmer quoi qu'il arrive, et vivre jour le jour. Voilà, penser aux autres, parce qu'il y a des gens qui sont dans les pires situations. Essayer de trouver des petites solutions, et puis voilà, pas perdre espoir. C'est comme une maladie en fait. La planète est malade et puis notre politique, moi je vais le dire, hein, le capitalisme s'est dépassé pour moi. Voilà, totalement. Et il y a un monsieur qui m'a fait plaisir lorsque j'étais quand même avec les gilets jaunes. Il m'a dit, moi j'ai compris en 74, je sais pas si vous vous souvenez du choc pétrolier, c'est là que j'ai réalisé que les lobbies étaient plus forts que la politique. Vraiment, je l'ai remercié de me remémorer ce souvenir. Et c'est vrai que depuis, c'est exponentiel ce système. La finance, c'est sûr que je pense que la finance, en France, on est vraiment, il paraît qu'on est un pays où il y a beaucoup d'actionnaires, donc la finance est importante. Et c'est les lobbies qui dirigent, voilà. Selon une vaste enquête de la CFDT publiée en octobre 2018, près de 70% des Français ont peur lorsqu'ils pensent à la retraite et les 2/3 craignent de tomber dans la pauvreté. Seuls 17% des Français se disent sereins à l'idée de quitter la vie active selon l'enquête Parlons Retraite, un sondage participatif réalisé en ligne auprès de 120 000 personnes. Même si 67% des Français estiment normal de cotiser pour la retraite de leurs aînés, 74% pensent que le régime actuel est injuste. Merci à notre témoin Evelyne à qui l'on souhaite le meilleur. Vous pouvez, je vous le rappelle, réécouter ce reportage sur la page Facebook de Réagir Productions en n'oubliant pas de caresser au passage le pouce bleu, vous savez, celui qui monte.
Ce reportage a été réalisé par Stéphane Ladouce pour Radio Île de Ré. Réagir, réagir.